Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast dédié à l'actualité du Cameroun. Alors aujourd'hui, on va débriefer, en fait, c'est un podcast spécial dédié à la performance des Lions, à la performance globale en fait des Lions sur cette Coupe du Monde, qui ont été, vous savez que les Lions ont été éliminés, donc on va faire vraiment, on va dire, c'est notre dernier numéro sur les Lions concernant la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde elle s'est terminée pour les Lions, voilà, les Lions qui nous ont énervés, qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait pleurer en même temps, bref. Des Lions qui, comme à chaque Coupe du Monde, en fait, nous ont pas épargné des scandales dont eux seuls ont le secret. Voilà, scandale avec l'éviction sans concession en fait de l'équipementier COP sorti juste avant la compétition. Scandale avec la non-sélection d'un homme qui a porté pendant 4 ans la défense et qui a été remplacé remplacé par un pré-recrutant en fait qui est revenu par la petite porte. Vous avez reconnu Nkoulou et Ngadeu. Scandale aussi par le super gardien qu'on avait qui a été chassé au bout d'un match quand il a aussi contesté les choix du sélectionneur apparemment. Donc on reviendra aussi sur ça. On va aussi quand même signaler que toutefois malgré tout ça, les Lions quand même nous ont épargné en fait le scandale des primes. Donc on n'a pas entendu tes joueurs n'ont pas été payés, etc. Ils ont réussi à gagner un match, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ils ont marqué beaucoup de buts. Donc on va quand même noter ça. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de 3 personnes. Alors le premier, c'est un homme, à ce qu'il paraît. Il a le poster d'Eto'o dans sa chambre et il lui fait une prière chaque matin en la personne de Big M. Tu confirmes? Bienvenue Oui, Big je M. confirme. Ouais. Alors, le second, c'est un homme qui aime tellement Messi qu'il aurait préféré voir l'Argentine gagner la Coupe du Monde plus que tout le Cameroun. Bienvenue, Charito. Bonjour AG. Et enfin, le troisième, c'est un homme qui nous rejoint pour la première fois. Il aurait été sans doute le patron des Lions là, pour cette Coupe du Monde là, s'il n'avait pas choisi les études les études au football. Tu confirmes, Eder? Je confirme, AG, je confirme, ouais. Ok, bon, bienvenue dans ce podcast alors. Alors, on va parler de différents points, hein. Donc, ça va être un peu long. On va essayer de tenir dans 1 heure. Donc, on va revenir déjà sur la performance des Lions face au Brésil dans le dernier match. Ensuite, on va parler de la performance globale. Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? On va parler du débat entre Song et Onana, pour savoir qui va rester parce que je pense que la cohabitation entre les deux, ça va être compliqué. On va parler comment est-ce qu'on va faire, on doit faire pour éviter les prochains Bello. Et maintenant, à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va parler aussi des taux, voir nos tops, nos flops et tout. Donc, on va commencer par le premier sujet dans le match des Lions là. Donc, les Lions, ils ont gagné, pardon. Ils ont gagné 1-0 le Brésil à la grande surprise en fait de tout le monde. Moi, j'avais pronostiqué 4-0 hein, au passage, qu'ils auraient perdu. Ils auraient perdu 4-0. Donc, je me suis lourdement trompé. Donc, ce match-là, les Camerounais l'ont célébré comme s'ils étaient qualifiés, comme si c'était voilà, une demi-finale de Coupe du Monde et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence d'abord par Ryan. Qu'est-ce que toi tu as pensé déjà de ce match-là, juste sur le match du Brésil et tout, par Bon, sur Big Game, ouais, le vas-y. match du Brésil, moi, j'ai pas été surpris, je sais pas. Ah C'est ouais? vous qui avez été surpris. Moi, vous avez été surpris. Moi, je l'avais dit depuis, j'ai dit depuis le début qu'on allait pas au Brésil. C'est vous qui avez été surpris. Moi, c'était juste une logique. Ah bon? Donc, voilà. Ouais. Donc tu penses que Chelsea qu'on était supérieur au Brésil en fait? Moi, je L'autre savais. Non, non, pour moi, c'était par rapport au scénario. Je savais que les 2 premiers matchs, le Brésil allait être qualifié. Et le troisième ouais. match, il allait un petit peu lever le pied. Mais j'ai confiance en nos gars. Je savais qu'ils allaient faire le job. Ok, donc toi t'as pas été surpris et tout quoi. Pour toi c'est de la Non, pas du logique, c'était tout. normal Non, quoi. ouais, pas du tout. Ouais. Chicharito, toi tu en penses quoi? Tu as pensé quoi de ce match-là? J'ai regardé le match et moi j'ai été agréablement surpris par ces victoires. Je ne sais pas si tu te rappelles nos différents podcasts qu'on avait fait. Je t'avais dit que pour moi, l'essentiel, tu m'avais demandé, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que je pense de l'équipe du Cameroun dans cette Coupe du Monde. Je t'avais dit, je n'espère rien. Ouais, L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas ridicule. exactement, ouais. Je me Ça, c'est souviens ce très que bien. j'avais dit. Et au sorti de cette Coupe du Monde, ils n'ont pas été ridicules. Ouais, donc toi, du coup, bilan, ouais. Voilà. Pour moi, Sur le match en lui-même et tout, contre sur le match en le. lui-même, ce match en lui-même, ne nous voilons pas la face, hein. On a été largement dominé. On fait ce qu'on appelle un hold-up parfait. On a Ouais, été largement dominé. Tu as parlé de 4 buts à 0. Il y aurait facilement eu 4 buts à 0 pour le Brésil sans comment dire, que sans personne discussion. n'aurait, sans discussion, personne n'aurait dit que le Brésil ne méritait pas de nous gagner par ce score fleuve, quoi. Ouais, Donc, on a eu
un dos parfait, on a été ultra dominé dans ce match, ultra dominé. Et on marquait à la 91e. 92e minute sur, si je ne me trompe pas, notre premier ou deuxième tir du match. Ouais. Donc, on allait jouer un match pour gagner. Et en 90 minutes, on a dû tirer ou cadrer un seul tir. Et celui-là, c'était pratiquement le deuxième. Donc, je veux bien qu'aujourd'hui, Big Game dise qu'il n'était pas surpris. Il savait qu'on allait gagner. Mais la physionomie du match montre que tout ça, c'était des incantations, c'est du vaudou. Je ne veux pas te couper, mais quand tu dis on a été archi dominé, moi, on n'a pas vu le même match. Hein. Le Brésil a la possession, mais de nos jours, la possession, ça ne veut plus rien dire. Hein. Non, attends. On parle de domination. Quand tu parles de domination, je parle pas... Ils en ont eu, je crois, environ 3 ou 4, mais pas plus que ça. Juste un élément, c'est quand même la preuve que l'homme du match, c'est notre gardien, non, je crois. Oui. Donc, c'est quand même. Donc, tu vois, AG. C'est tout. Alors, non, on va pas se couper. Si ça veut, je te laisse finir. Après, on va. AG, tu vois déjà que l'émission va être très animée. Elle va être très chaude. Tu vois que je n'ai même pas encore fini 2 phrases que je me fais déjà interrompre. Et je dois t'avouer que l'émission va être comme ça. Ça va être une émission très, très chaude parce qu'on ne peut pas accepter on refuse d'accepter la contradiction. On refuse. Donc, tu vois que moi, je parle de... Il dit, par exemple, qu'on n'a pas été ultra dominé. Et tu lui poses la question, qui est l'homme du match? Il dit le gardien. Mais dans sa tête, que le gardien soit l'homme du match veut dire que non, on n'a pas été ultra dominé. Bon. Et c'est des choses comme ça, on rentre dans des débats qui, normalement, on ne devait même pas débattre. Bon, on va revenir déjà. Toi, Eder, t'en penses quoi alors? Toi? Alors, tu as vu le même match que les deux là ou pas? Oui, bien sûr. Je suis totalement contre ce que Chicharito dit parce que, sincèrement, je pense que dans ce match-là, les Lions ont fait une très, très, très belle prestation. Honnêtement, il y a eu plusieurs occasions, la tête de Mbeumo, le tir d'Aboubacar. On s'est créé aussi plusieurs occasions de match. Le but n'est pas venu comme ça, non. Non. Moi, sincèrement, dès le début, avant même le début de la Coupe du Monde, j'étais persuadé qu'on devait battre le Brésil. Pour moi, c'était ça. Mais tu te basais sur quoi? C'est quoi qui forgeait ta conviction? Voilà, je m'explique. Le Cameroun a un sursaut d'orgueil et c'est ça qui fait notre force. Souvenez-vous, en 90, quand on joue la Coupe du Monde, ce qui fait en sorte que le Cameroun part très loin, c'est parce qu'on joue le match d'ouverture contre l'Argentine. Et on est face à Maradona, face à tous ces grands joueurs. Et les Camerounais se disent, on va tout donner sur ce match. Et ils donnent tout et ils gagnent l'Argentine et ça leur donne espoir et ils font la compétition que nous connaissons. Alors moi, dès le début de la Coupe du Monde, j'avais même pensé que si on avait commencé à jouer contre le Brésil dès le premier match, on serait allé peut-être très loin dans cette Coupe du Monde. Mais après, quand j'ai encore analysé, je me suis dit, bon, les joueurs au dernier match, c'est pas si mal que ça parce qu'ils seront qualifiés et tout. Mais je sais que l'équipe du Cameroun donne tout lorsqu'elle est face à une équipe où tout le monde dit qu'elle va perdre. On a ce sursaut d'orgueil. On a cette qualité mentale qui nous permet de tout donner, d'être capable de très grands exploits. Malheureusement, on a nos réalités en termes de gestion et tout le reste qui font en sorte que lorsqu'on est face à des équipes moyennes où il n'y a pas un très grand enjeu, on est capable aussi de fiascos. Mais véritablement, moi, dès le début de la Coupe du Monde, j'étais persuadé que face au Brésil, on devait battre le Brésil. On pouvait battre le Brésil. Et véritablement, ils l'ont montré sur le terrain qu'ils ont des atouts. Honnêtement, quand on me dit que le Brésil a archi dominé, ils ont peut-être eu des possessions, mais je n'ai pas vu un Brésil étincelant où on me balait un Faïkolens ou on me balait un Kolo, un Toulou à tout moment, non. J'ai vu des gars qui étaient positionnés, des gars qui avaient faim, des gars qui n'avaient pas froid aux yeux face à ces Brésiliens et qui se créaient également des occasions. Naturellement, on savait que ça devait tourner avec le Brésil. On ne devait pas jouer exactement comme eux, mais honnêtement, on les a tenus. On les a mis en difficulté. Permettez-moi. Cette victoire, selon moi. Oui, ok. Permettez-moi juste de donner quelques chiffres et après, je vais vous laisser rebondir. En termes de tirs, on a eu 7 tirs. Le Brésil en a eu 21. Cadré ou... Non, en termes de tirs. En termes de tirs cadrés, on a eu 3 tirs cadrés. Le Brésil en a eu 7.
Ouais. En termes de possession, on a eu 35, ils ont eu 65. En termes de passes, on a eu 299 passes, ils en ont eu 540. 41, une passe. Ouais. En termes de corner, on en a eu 3, ils en ont eu 11. Ouais. Donc, je viens de vous donner les chiffres. Et vous m'expliquez quand même que nous avons ultra dominé le match. Non, ils n'ont pas dit qu'ils ont ultra dominé. Ou alors, ils vous m'expliquez que nous n'avons pas été dominés. Donc, moi, je viens de vous donner les chiffres. Bon, moi aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que le Cameroun n'a jamais été une équipe de possession, une équipe qui va produire. Non, je ne parle pas de ça. Laisse-moi finir. Oui, vas-y. Ouais. J'ai posé une question. Est-ce qu'on a été dominé, oui ou non? Moi, j'ai dit oui. Toi, tu as dit non. Archi dominé, c'est différent. On a été, oui, ok, on a été archi dominé. Donc, je viens de donner les chiffres. Moi, je dis non. Ok. Et quels sont donc les chiffres que tu avances qui montrent que nous n'avons pas été archi dominés? Moi, laisse-moi. C'est vrai, il y a ce que les chiffres disent aussi, la perception globale, en fait. Peut-être que eux, quand on regardait le match, ils trouvaient que, voilà, on n'était pas. Ils avaient peut-être la possession, mais ils ne comptaient pas trop en danger. Je ne sais pas, c'est peut-être ça que je voulais dire. Mais moi, ce que je me demande et tout ça, enfin, est-ce que maintenant, dominer, c'est. Moi, parce que ce Brésil-là, dans cette Coupe du Monde, ce n'est pas un Brésil flamboyant, en fait, tu vois. Si on compare par rapport au match contre la Suisse ou bien contre la Serbie, la Serbie, les autres matchs que les Brésiliens ont dit, je trouve que par rapport au Cameroun, ils avaient beaucoup plus d'occasions. Parce que moi, j'ai vu leurs autres matchs en fait, du Brésil avec leur équipe type. Ils ont gagné, certes, mais c'était des petites victoires. Il n'y avait pas vraiment cette domination comme on a vu lors du Cameroun en fait. En gros, limite, ils ont perdu le match où ils ont eu, j'ai l'impression, où ils ont eu le plus d'occasions, où ils ont eu le plus de maîtrise en fait. C'est ce que j'ai dit, c'est un hold-up. Ouais. On a fait un hold-up parfait et même le sélectionneur l'a reconnu. Après, je ne sais pas. Oui, souvenons-nous un peu aux Jeux Olympiques, là, quand on gagne contre le Brésil. Est-ce que là-bas aussi, les statistiques n'étaient pas similaires à cette fois-ci? Si, on fait aussi un hold-up parce qu'on les gagne. On les gagne. Justement, il faut aussi un hold-up. C'est que moi, je veux dire, c'est que le Cameroun n'a jamais été pendant la Coupe des Confédérations. Le Brésil, pendant la Coupe des Confédérations, c'est pareil. Alors, moi, je vais dire que ce n'est pas la première fois qu'on affronte cette équipe. Les Camerounais n'ont jamais eu froid aux yeux face au Brésil. Au contraire, ils ont été toujours remontés. Ils ont toujours eu ce sursaut d'orgueil qui les permet véritablement de faire la différence. Moi, le but, honnêtement, quand j'ai vu le match, même quand on avait quelques occasions en début de deuxième mi-temps, je disais non, ce n'est pas le moment de marquer. Il faut qu'on marque à la minute. Parce que si on marque, ces gars vont se déchaîner sur nous. Et ils ont eu le bon timing, la bonne réaction, ils ont eu marqué. Pour moi, ce but n'est pas le fait du hasard, absolument pas. C'est le fait d'un travail acharné pendant plus de 90 minutes qui conclut naturellement par une victoire. Ouais. Bon, vas-y, Big M. Ce que je dis, c'est que le Cameroun n'a jamais été une équipe qui va te produire du beau jeu, qui va te faire des possessions à la barcelonaise. Ça, c'est vrai quand même. Une équipe qui fonctionne à l'instant, ils ne vont pas te faire du Barça. C'est ce que je veux dire. Donc, quand j'entends aujourd'hui Charit me parler des chiffres et tout, je vais aussi te prendre le cas de l'Atlético. Tu vois, jamais moi, l'Atlético, tu es sorti des statistiques incroyables, mais chaque année, ils sont Champions League, ils sont toujours très loin et ils finissent toujours troisième. Ce que je veux dire, chaque équipe a sa façon de jouer. Tu vas pas me parler des chiffres, ça ne peut rien dire. Chaque année, ils ont 80% dans ces matchs, mais ils sont en Ligue Europa. Hein. Ils ont les 100 tirs par match. AG, est-ce que tu peux me rappeler la question que tu as posée? Tu as demandé qu'est-ce que nous avons pensé du match. Du match, ouais. Moi, je donne le sentiment de ce que j'ai pensé du match. Ouais. Je dis, nous avons gagné, nous avons fait un hold-up. Mais nous avons été. De toute façon, on voit qu'on n'est pas. Enfin, il y a vraiment un gros débat là-dessus. C'est tout ce que je dis. Il y a un désaccord. Maintenant, parlons un peu des choix tactiques de Rigobert, parce qu'on a vu, il a changé pratiquement toute la défense. Enfin, la défense centrale a été changée, le gardien. Enfin, en gros, la défense titulaire, c'est pas celle-là. Donc, il a vraiment changé. Là, il a fait des choix forts. Devant, il a mis Aboubacar et Choupo. Donc, on est passé en 4-4-2. Au milieu, il a dégagé Umgwet et il s'appelle comment encore là, l'autre là, j'oublie son nom. Ongla. Donc pour faire jouer Zambo et Koundé. Sur le côté, voilà, il a fait quand même des choix assez forts et tout. Donc sur le côté, il a fait jouer Mingamale à la place de Karl Toko et Kambi.
Exactement, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de... On va commencer par la défense et tout. Donc, je te donne la parole, Eder. Toi, tu as pensé quoi des choix de Rigobert et tout? Déjà, est-ce que tu penses que c'est Rigobert qui a fait ce choix-là? Est-ce que c'est toi qui a dit, bah écoute, tu bouges et tout? Et mis à part Bon, ça. une chose est sûre, Eto'o, il a toujours son mot à dire. Et pas seulement Eto'o, Patrick Mboma qui était là, Kala, tous ces cadres de l'équipe nationale, forcément, ils ont aussi leur mot à dire. Donc, mais à la fin, c'est Rigo qui encaisse la responsabilité. Ouais. Donc, Donc maintenant, c'est ses moi, je choix pense alors, les choix sincèrement forts que qu'il a fait quand même. Ouais. ces choix ont été très bons. Oui, on a vu une défense totalement différente, vraiment. Une défense bien positionnée, des gars qui ne se prennent pas à la course. J'ai été très satisfait par cette défense de la Soto, l'axe central avec Christopher Wu Ouais, et Bossé qui a une très bonne relance. Honnêtement, ouais, on a été impressionnant. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'on avait des très bons joueurs comme ça et depuis, on ne les a ouais, pas mis. ouais, ok. Toi, tu es satisfait des choix. Charito, toi, tu en pensé quoi de Moi, ce coup de Rigobert? je suis surpris par l'analyse d'Eder. Il dit Ouais. que Rigobert, le coach, le sélectionneur, manager Rigobert a fait d'excellents choix. Il n'avait pas d'autre choix. Comment Les ça? deux défenseurs centraux étaient blessés. Ah bon, Ils l'autre, ont c'est... déclaré forfait, bien sûr. Donc, je suis surpris par cette analyse. Les deux défenseurs centraux ont déclaré forfait avant le match. S'il n'aimait pas ces deux-là, il met qui d'autre? Il n'avait pas d'autre choix. Bon, maintenant, le 4-4-2 quand même qu'il fait et tout, le fait de faire jouer, il n'y a pas que, bon, disons, il passe quand même en Non, 4-4-2 et tout. tu as dit commençons par la défense. Si Oui, tu veux, commençons par... Oui, oui, on maintenant, revient oui, sur le global. schéma. Oui, C'est comme tu veux. C'est comme tu c'est veux. les choix globaux, en fait. Donc, voilà, tu dis qu'en OK. défense, il n'y a Donc, pas le choix. donc, de manière globale, il a mis en place l'équipe qui aurait dû commencer la Coupe du Monde. Et tu vas arriver tout à l'heure sur le cas Onana. C'est ce que Andro Onana a demandé. On a écarté le gardien pour indiscipline et contre le Brésil, on a mis l'équipe qui lui a demandé. Et moi, Oui, je suis surpris que jusqu'où. Donc, on va revenir sur ce on cas-là. Mais je reviendra, dis, ouais, on reviendra dessus. Ouais. ces choix-là ont été des choix. En défense centrale, ça a été des choix par défaut, mais c'était des choix qu'il aurait dû faire depuis le début. Et la question que moi, je me suis posée, c'est comment un sélectionneur qui appelle 26 joueurs, les a aux entraînements, n'a pas réussi à avoir et aligne premier match Koulou Castelletto, deuxième match Koulou Castelletto, pendant au moins 2 semaines ou une semaine d'entraînement ou deux, n'a pas pu voir que Christopher ou bien Ebossé méritaient leur place. C'est Ouais. la question que moi je pose. Bah, C'est-à-dire qu'on regarde le troisième match, mais comment est-ce qu'on arrive à ce que le premier, le deuxième match, ces joueurs-là n'aient pas été titulaires? Ça, c'est la question que moi je me pose. Ensuite, tu parles de. Tu as dit qu'on va parler du schéma tactique de manière générale. Moi, je 4-4-2 trouve là. que le 4-4-2, dès le premier match, rappelle-toi, dès le premier match, on s'est dit, mais pourquoi Aboubakar et Choupo ne sont pas alignés? Associé, ouais. Pourquoi les deux? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels. Mm. On n'a pas joué à un niveau professionnel. Mais nous nous sommes posé cette question. Ouais. Le sélectionneur manager est là. Premier match, deuxième match. C'est au troisième match qui fait ça. Ouais. Donc, moi, je suis quand même surpris. Donc, ces choix-là, pour moi, c'est des choix qui auraient dû être faits en amont. Et nous avons parlé dans ces podcasts des matchs amicaux. On s'est dit, mais à quoi servent donc les matchs amicaux? On nous a expliqué que les matchs amicaux, on avait déjà nos joueurs, nos tactiques, et que les matchs amicaux, c'était pour voir les autres. Le Ouais. Brésil, par exemple, je rappelle, a joué son match amical avec son équipe type, son 11 type contre la Tunisie. C'est là qu'on Ouais. met en place les choses. Mm. Nous, on a attendu le troisième match pour mettre en place notre équipe type. Et je ne serais pas surpris qu'au prochain match des Lions, le 11 entrant encore. Ça veut dire qu'on est en train de faire une navigation à vue. Et moi, quand je vois les gens qui sont satisfaits, moi, je ne peux pas être satisfait des choses où on navigue à vue. Ouais. Quand nous, on était plus petits, on avait les Lions 2000 jusqu'en 2002. Tu pouvais donner le 11 entrant des Lions. Et tu savais que si celui-ci n'est pas là, voici son Sans remplaçant. remplaçant, c'est C'était vrai. connu. Mm. Et ça faisait notre fort. Aujourd'hui, à chaque match, il y a quelque chose qui est changé, quelque chose qui est C'est parce qu'on ne modifié. gagne pas. C'est peut-être parce que l'équipe ne gagne pas, tu vois. Mais même si l'équipe ne gagne pas, tu peux avoir ton ossature sur laquelle, puisque tu veux bâtir sur le long terme. C'est ce que le Sénégal a fait. Ouais. Aliou Cissé n'a pas remodifié, n'a pas remodelé son effectif. Ouais. Il a mis en place ces gars et il s'appuie sur eux pour le long terme, puisque c'est le long terme que tu vises.
Tu n'es pas en train de viser si je perds un match, je change. Si je perds un deuxième match, je change. Non, Donc pour tu mets toi, en place tes idées. donc pour toi, Rigo, il n'a aucun mérite sur ce match-là, quand même. Puisque tu me dis. Pour moi, il a quand même le petit mérite, c'est qu'il a écouté Onana au final. Il a au moins ce mérite-là, de l'avoir au moins écouté. Je trouve que tu es dur quand même, parce que déjà, on n'a pas la preuve que c'est ce qu'on en a dit de mettre et tout. Et voilà. Si on a la preuve que l'altercation s'est passée au niveau de la défense. Bon, on pourra rediscuter de ça. Mais le 4-4-2 quand même. Parce que le 4-4-2. Le 4-4-2 a fonctionné dans ce match. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on attendait. Et je pense qu'il a eu au moins le courage d'avoir mis ça en place. Ouais. Et pour ça, je lui dis félicitations. Et je lui dis, je préfère un entraîneur qui meurt avec ses idées qu'un entraîneur qui ne fait rien. Donc, essaye quelque chose, va au bout de tes idées, de ce que tu penses. Quitte à tomber, tombe au moins avec tes idées en aurant essayé de faire quelque chose. Là, maintenant, nous avons des regrets. On va maintenant se pourquoi, alors que ça aurait dû être fait depuis le premier match. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Big Game, tu en penses quoi, toi? Déjà, je veux un peu rebondir ce qu'a dit Chicharito. Oui, vas-y, on est là pour ça. Mais d'abord dit que je ne sais pas d'où il tient son information selon laquelle l'altercation se serait passée. On en parlera de ça. Oui, ok. On reviendra sur ça. Ouais. Et ensuite, je voulais dire un bravo au coach parce que ça prouve déjà qu'il nous écoute. Parce que on a vu, il a joué avec 3 équipes différentes. Ça veut dire qu'il nous écoute. Et c'est en quelque sorte le coach du peuple. Donc, déjà, pour ça, moi, ça me fait beaucoup. Il écoute le peuple, tu vois. Et ensuite, j'ai été satisfait en partie sur ses choix. Et mon seul regret dans ses choix, c'est juste la titularisation de Nicolas Nkolo au début de la compétition. Au début de la compétition. Globalement, ça va, j'étais satisfait. Ouais, donc du coup, ça permet donc puisqu'on a eu toute notre vision là-dessus. Ben moi, je donne mon avis aussi rapidement. Je trouve que bon, après, mis à part qui a décidé ou pas, je trouve que l'équipe que moi j'ai vue là en 4-4-2, même si on a dominé et tout ça, même si le Brésil nous a dominé entre guillemets, on peut dire, mais j'ai senti quand même c'était plus cohérent dans le jeu. Ouais. Par rapport aux 2 premiers matchs en 4-3-3 où Fozan était un peu perdu. J'ai l'impression que chaque joueur savait ce qu'il avait à faire. Zamboanguis, ça, par exemple, il savait où se positionner. C'était vraiment bien, bien structurant, en fait, tu vois. Et c'est ce que je disais aussi dans quelqu'un. Je trouve que le 4-4-2, c'est le classement qui nous convient. Je pense que quand on joue en 4-3-3, il y a beaucoup de tactiques, en fait, il y a beaucoup de compétences tactiques que nous, on n'a peut-être pas encore dans le staff des Lions. Parce qu'en 4-3-3, quand tu défends et quand tu attaques, ce n'est pas la même façon. Par exemple, la France joue en 4-3-3 quand elle attaque, mais quand elle défend, elle est peut-être en 4-5-2. Enfin, il y a tout un replacement, il y a tout un travail qu'il faut faire. Alors, le 4-4-2, c'est très clair, très, très précis, quoi. Quand tu défends, tes 2 sur le côté ferment les 2, tu as tes 2 dans l'axe, tu as peut-être tes 2 qui reviennent. Et je trouve que ça nous convient bien, en fait. Et revenir à ce système-là, je trouve que c'était une bonne chose, en fait. On va donc parler un peu maintenant de plutôt l'affaire Onana, en fait, qui a secoué. Voilà, on en a parlé, tout ça, donc il a été chassé, tout ça. Déjà, est-ce que vous comprenez le fait qu'il se soit plaint de la composition d'équipe, donc pour faire des propositions, entre guillemets, des propositions tactiques. Et ensuite, est-ce qu'il aurait été, l'ascension qu'il a eue était méritée, en fait? Eder, t'en penses quoi, toi, déjà? Oui, je voudrais quand même revenir rapidement sur le choix de Oui, Rigo je ne t'ai pas pour donné la parole dessus, c'est vrai. Vas-y, oui. C'est vrai que j'ai dit quelque chose, mais je suis d'accord avec Chicharito dans le sens que on regrette un peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment capitalisé sur les matchs amicaux pour aller dès le premier match avec notre 11 type. Vraiment, le 11 avec lequel on a terminé, on a vraiment le sentiment que c'était notre 11 type avec lequel on devrait commencer, mis à part Onana, bien sûr, qu'on aurait mis titulaire. Ouais. Donc, voilà, donc on est allé en Coupe du Monde pour chercher au fil des matchs à trouver notre équipe type, malheureusement. Mais effectivement, on peut reconnaître aussi que oui, le coach Rigo a quand même, voilà, écouté aussi ce qu'on a eu à dire au fil des rencontres. Bon, maintenant, concernant le cas Onana, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations, de clarté sur
les Bon, il y a quand raisons. même, il y a quand même Il des y a sources beaucoup de... concordantes. Il y a quand même plein de sources Voilà, concordantes. Quand la rumeur devient voilà. comme ça devient quand même de plus en concordant. Partons sur l'hypothèse qui est la plus plausible, qui est celle où il a fait des suggestions tactiques aux sélectionneurs, notamment au niveau des postes et tout ça, des joueurs. Voilà. Est-ce que c'était légitime qu'on l'écarte et est-ce que c'était même légitime qu'il le fasse? Toi, t'en penses quoi déjà de Alors, l'affaire? il est cadre de l'équipe, donc c'est de son devoir de faire des suggestions, parce que quand on perd, nous tous on perd. Oui, Maintenant, la manière de faire les suggestions, c'est à ce niveau que je n'ai pas assez de précision, mais s'il a fait par exemple des suggestions devant toute l'équipe, a priori, c'est ça. lorsque, C'était en plein entraînement, en fait. voilà, Mm. voilà, en plein entraînement, lorsque le coach le reprend sur les risques qu'il prend, et lui, il le refuse, il fait la tête, il le part parce que justement, les informations sont que c'est lui qui aurait d'abord pris la décision de se mettre à part Ouais. avant qu'après, on ait décidé de l'écarter définitivement. Moi, je crois que clairement, il n'est pas dans son rôle de critiquer ouvertement le coach. Il peut faire des suggestions, mais à la fin de la journée, c'est le coach qui est pleinement responsable des résultats parce que c'est lui qui paie son job si ça se passe mal. Et Ouais. donc, en tant que cadre, il doit rester dans son rôle de faire des suggestions sans aller au-delà. Alors, c'était une décision aussi courageuse parce qu'à un moment donné, il faut mettre le groupe au-dessus des individualités. Et il faut faire passer un certain message à tout le monde. Et c'est important parce que lorsqu'on a un sélectionneur local comme celui-là, parfois aussi on peut avoir cette tentation-là de ne pas lui donner le respect qu'on aurait donné à son coach, par exemple, à l'Inter et tout. Exact. Et à un moment donné, il faut quand même prendre aussi des décisions et amener les joueurs à comprendre que voilà, ils doivent faire des suggestions, mais ils ne doivent pas aller au-delà. Ouais. Oui, donc moi, je crois que c'est une décision aussi courageuse. Vivement, je le souhaite qu'un conseil de discipline ne soit pris, mais qu'il ne soit pas écarté parce qu'on a besoin d'Onana. Et on a le sentiment que les suggestions qu'il faisait étaient les bonnes, mais peut-être pas avec la bonne attitude. Donc, vivement, on souhaite qu'il revienne, mais l'attitude envers pas... le joueur... Merci. Big M, tu es d'accord avec ça? Tu en penses quoi? Faire Onanas. Alors, déjà, je voulais dire que vu qu'on ne sait déjà pas si c'est vrai ou pas, ça ne reste que pour le moment, c'est juste le Congo ça. Ouais, donc, toi, tu ne te positionnes pas, ouais. Si ça s'avère, je voulais dire que la sanction est complètement méritée et qu'il devrait, en plus de ça, prendre encore 2 autres mois de suspension. Ouais. Et pourquoi je le dis? Si cette affaire s'ébruitait et que Samuel Eto'o décidait de le protéger, ceux-là qu'on appelle les hiboux, ils auraient dit oui, voilà, ça, Eto'o, il encourage les bêtises et il protège ses enfants et tout. Mais maintenant, qu'on le sanctionne, ce sont ces mêmes-là qui sont en train de dire non, pourquoi alors que c'est incompréhensible. Est-ce qu'on en aurait fait ça en club? Non. Pourquoi est-ce que c'est l'équipe nationale qui devient un coach qui fait ça? Que nous sommes des merdes devant lui. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc, il mériterait au moins encore en plus 2 autres mois de situation. Ticharito, je suppose que tu es aussi d'accord. Sanction. Tu sais, AG, moi, je ne sais pas, peut-être c'est de par ma formation, mais je n'aime pas réagir sous le coup de l'émotion. Ça ne m'intéresse pas. Ok. Ça m'intéresse mais là, on peut plus dire que c'est l'émotion. Ça fait déjà 4-5 voilà, Attends, j'en viens. Ça ne m'intéresse pas d'être émotif. Big M vient de dire quelque chose. Il dit il a été suspendu un match, il devrait en prendre 2 de plus. Sur quelle base? Sanction exemplaire. Oui, mais sur quelle base? Il y a des textes qui encadrent les footballeurs ou bien les joueurs que nous sélectionnons en équipe nationale. Il y a des textes. Si on doit sanctionner un joueur, c'est par rapport au texte. Tu as dit quelque chose d'abord qui était intéressant, c'est qu'on l'a écarté. Pourquoi on l'a écarté? Big M dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a validé le fait qu'il soit écarté. Comment tu peux valider quelque chose? Tu as dit que c'est le Congo ça. Tu m'as pas écouté. Non, il a dit si c'est vrai. Il n'a pas dit. Il a dit que si jamais. J'ai dit, pourquoi chaque fois qu'il parle, il m'interrompt d'abord? Ouais, vas-y. Laisse-moi aller au bout. Vas-y, laisse-moi aller. Mais il faut quand même rectifier.
il a quand même dit que si c'est vrai. Il n'a pas dit, Oui, voilà. il a dit que, Vas-y. il a dit pour le moment ce que nous on fait sur le Congo, ça, et que si c'est vrai, Oui, c'est mérité. Mais exact. tu commences d'abord à dire que nous faisons du Congo ça. Mais Bah, vas-y, continue. le fait qu'il ait été sanctionné pour indiscipline, ça ne vient pas de nous. C'est la FECAFOOT qui a écrit et a mis la lettre à son club sur les réseaux sociaux en indiquant que le joueur que Non, je vous parle du nous avez... motif de la sanction. Motif. Laisse-moi... Oh là Oui, là. vas-y. Vas-y, Laisse-moi continue. développer, s'il te Oui, plaît. vas-y, continue. Le joueur que vous nous avez envoyé en équipe nationale pour une période, la période, on ne va pas aller jusqu'à son terme avec ce joueur et nous vous adressons une lettre pour vous expliquer que nous le renvoyons pour cause d'indiscipline. Ça aurait été encore un peu plus intéressant si la FECAFOOT nous disait exactement de quelle indiscipline il s'agissait. En d'autres termes, si la FECAFOOT avait qualifié l'indiscipline. Mais ça n'a pas été fait. Mais de même, il a quand même été sanctionné. Ouais. Est-ce que la sanction est méritée? Pour moi, oui, il fallait qu'il soit sanctionné, mais il ne fallait pas qu'il soit mis à l'écart. C'est deux choses différentes. La mise à l'écart, est-ce que dans les textes qui encadrent la FECAFOOT, puisqu'il a été sanctionné pour indiscipline, il me sera attendu à ce qu'il passe dans un conseil de discipline. Ouais. Et que le conseil de discipline tranche sur la sanction. Mais peut-être que ça a eu lieu, puisqu'il y a eu quelques jours d'écart. Tu vois, entre le moment donc, le match... non, justement, il n'y a pas eu quelques jours, puisque cette affaire a daté, je crois, du lundi, et il est parti le lendemain, le 29, entre lundi et mardi. Ça s'est joué en moins de 48 heures, cette affaire. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, même s'il a été sanctionné et mis à l'écart, ce que j'ai dit, c'est est-ce que les textes de la FECAFOOT prévoient cette mise à l'écart? Si les textes de la FECAFOOT ne le prévoient pas, moi je dis, faisons attention, nous sommes en train de vouloir fabriquer un monstre. C'est-à-dire qu'on sanctionne les gens en dépit des textes en vigueur. On doit respecter les textes. C'est ce que nous passons le temps à critiquer le gouvernement en disant qu'on ne respecte pas, que ce soit la Constitution, que ce soit les lois. Et nous ne pouvons pas admettre qu'au sommet, dans d'autres institutions, les règles ne soient pas respectées. Donc, sanction, oui. Mise à l'écart, non. Ouais. Et Big Game rajoute, il doit prendre 2 matchs de plus. Non. Il doit passer en conseil de discipline. Ouais. Et au conseil de discipline, on doit lui attribuer la sanction qui sied. Ouais. Voilà ce que je pense. Bon, maintenant, on sait comment. Moi, si on prend les précédents, la dernière Coupe du Monde qu'on a, enfin, les dernières fois qu'il y a eu ce genre de problème comme ça d'indiscipline, ça s'est très mal passé. Les joueurs n'ont plus voulu revenir, n'ont plus voulu collaborer avec le sélectionneur. On va pas mettre la charge à les bœufs, mais il semblerait quand même qu'il a un fort caractère. On en a que c'est pas un petit qui va à se laisser faire comme ça. Dans l'hypothèse où il met sur la table que lui vient plus en sélection, c'est le même staff et tout. Qu'est-ce qu'on fait? S'il refuse de venir en sélection, on va sélectionner d'autres jours. Pas... En gros, la question que je pose actuellement, s'il met sur la table que lui revient à condition que Song, s'il y a un choix qui se fait entre Song et Onana, qui faut choisir? Et d'ailleurs, je te donne la parole rapidement. On n'en est pas là, mais c'est quelque chose qui est possible en fait, puisque la dernière fois, je pense que lui, derrière, s'il en arrive à ce stade-là, je pense que c'est pas juste, il va pas forcément accepter la sanction comme ça et peut-être qu'il va mettre ce truc sur la balance, quoi, à un moment donné. Toi, tu en penses quoi? Si jamais on doit faire un choix à ce niveau-là? Une chose est sûre, Song ne va pas tellement durer à la tête de l'équipe nationale. Donc, voilà, tôt ou tard, Song va partir. Honnêtement, ce serait nous embarrasser. Hein, parce que moi, je pense sincèrement que je ne souhaiterais pas que Song, après cette Coupe du Monde, parte. Parce que c'est vrai que d'un point de vue tactique, on a beaucoup à lui reprocher. D'un point de vue de la préparation de la Coupe du Monde, on a beaucoup à lui reprocher. Mais il faut aussi dire qu'il est là, ça ne fait pas encore combien de temps? Ça fait même pas un an, non? Même pas 6 mois. Ça fait à peine un an. Ouais, voilà, ça fait à peine un an. Donc, honnêtement, il faut lui donner aussi son temps, il faut lui donner sa chance, en espérant qu'il apprenne de cette Coupe du Monde et qu'on parte désormais sur une autre 11 types que nous avons vu face au Brésil pour capitaliser là-dessus. Donc, maintenant, si là, au sorti de la Coupe du Monde, on en a dit non, si Rigo reste, moi, je pars.
honnêtement, on ne va pas sacrifier toute l'équipe. Pour moi, Ouais, c'est là, pas dans on son intérêt. Ouais. va Bon, attendre, voilà. ne On mettons va même laisser pas. le temps à Rigo. On va donner Ouais, aussi la chance à Rigo. Et quand Rigo va partir, s'il veut, il revient. ouais. Ouais. Ryan, toi, t'en penses quoi? Plus vraiment sur la continuité avec Son, en fait. C'était en fait une incursion que je faisais. Vous pensez qu'on doit continuer avec Rigobert avec tout ce qu'on a vu? Ça fait quand même un certain nombre de matchs qu'on l'a vu, ses expériences tactiques. Vous pensez qu'on doit continuer avec lui là où on se dit on repart sur un nouveau cycle et tout? Rigobert, il a eu sa chance, il laisse passer. T'en penses quoi, toi, Ryan? Moi, Surtout je quand plus pense il y a des qu'on problèmes des doit, joueurs et tout, on repart sur un coach propre, de nouveaux trucs. T'en penses quoi? Ouais. moi, je pense qu'on devrait lui laisser un petit peu, on devrait lui laisser sa chance comme on en a laissé à d'autres. Certes, ce n'est pas parfait, mais jusque-là, je pense que les résultats penchent à sa faveur, hein, qu'on le veuille ou pas. Car le jeu n'y est pas et tout, mais jusque-là, les résultats parlent pour lui. Ouais. Demi-finaliste, 4 fois en La- Coupe du Monde, c'est déjà pas mal, même si le jeu n'y est pas. Après, on devrait lui laisser un petit peu plus de temps pour voir il peut s'améliorer. Parce que je pense qu'il peut s'améliorer. Mais on peut dire que là, pour ajouter, enfin, on peut dire que là, c'est sa vraie compétition qu'il a eue, en fait. Parce qu'en fait, la Coupe du Monde, on peut dire, c'est pas lui qui a mené la campagne. Il a eu 2 matchs à gérer et tout. Et c'était encore l'ancien staff. La CAN, c'était pas lui. Donc là, il a eu vraiment sa compétition et tout. Où il a eu, entre guillemets, le temps de mettre les trucs en place, de voir les joueurs et tout. Donc, je Oui. pense que là, on peut l'évaluer. Toi, tu es satisfait, on va dire, en te basant sur ça. Toi, tu es satisfait. Tu penses que oui, qu'en gros, il a gagné, en gros, la période d'essai pour pouvoir prolonger. Ouais. Je trouve aussi qu'on puisse retenir que cette Coupe du Monde est assez exceptionnelle. Il n'y a pas eu vraiment de temps pour se préparer. Ouais. Ça a été à la va-vite. Les joueurs ont été libérés à la dernière Ouais. minute, comme ça, mais il n'a pas eu de temps, il n'a pas eu vraiment de temps de travailler avec les joueurs et tout. Donc, on peut lui laisser le doute. Ouais. Charito, toi, t'en penses quoi? Je sais un peu ce que tu en penses, je pense. Tu en penses quoi? Non, non, je vais d'abord rebondir sur ce que Big Game vient de dire. Tu vois, ça, c'est ce que moi j'appelle les arguments des médiocres. On Comment appelle- ça? Pourquoi? C'est quoi? Laisse-moi y aller. Vas-y, dis. Big guy. Big Game fait partie des gens qui ont suivi le président Africa Foot quand il a dit qu'ils vont remporter la Coupe du Monde. Il était content, il était convaincu qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Ah bon, l'objectif, c'est pas. Ouais. Oui, On, oui, on non, reviendra sur le l'objectif c'est de président gagner. après. Oui, on devait jouer 7 matchs. On devait jouer Exact. 7 matchs. Gagner C'était la Coupe du l'objectif Monde. affiché, C'était c'est vrai. l'objectif affiché. Et répété, et répété. Et Big Game revient aujourd'hui. Il nous explique que non, le sélectionneur n'a pas eu assez de temps pour préparer l'équipe. Donc, le fait que nous soyons sortis au premier tour, ça lui va. Tu ne vois pas qu'il y a une certaine. Il y a une incohérence. Il y a une certaine incohérence Il entre y a les 3 semaines, on jouait, on jouait le titre et aujourd'hui, on se le satisfait titre du et premier aujourd'hui, tour. on s'est satisfait d'être sorti au premier tour. Et il Ouais. nous explique comme ça, tranquillement, que non, le sélectionneur n'a pas eu assez de temps. Mais quand on partait à la compétition, tu ne savais pas que c'était ce sélectionneur qui allait en Coupe du Monde. Ouais. Tu ne Bon. savais pas que c'est lui qui allait conduire l'équipe jusqu'en finale, l'objectif de la finale que tu t'es fixé. Comment c'est possible qu'aujourd'hui tu dises ce genre de choses? Et donc, pour répondre à ta question. Big M, tu vas réagir après. Tu vas réagir après Big M. Vas-y, Charito, vas-y, donne Pour toi. répondre à ta question, pour moi, oui, il faut lui laisser du temps. On a laissé du temps à l'UCC, mais maintenant, le temps, c'est combien de temps il faut lui laisser parce qu'on ne va pas lui laisser non plus 5 ans ou 10 ans. Pour moi, le temps qu'il faut lui laisser, c'est jusqu'à la prochaine CAN. Ouais. Puisque Big Game et tous ceux qui sont derrière lui nous ont dit qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Pour moi, le prochain objectif, c'est de gagner la CAN. Ouais. Parce que si tu te donnes pour objectif de gagner la Coupe du Monde et que tu ne gagnes pas, pour moi, comment je vais expliquer ça? C'est quelque chose de facile, d'évident, pardon, que tu gagnes la Coupe Mais est-ce que est-ce que en bac, c'était vraiment parce que bon, c'est pas lui qui a aussi dit qu'il va gagner la Coupe du Monde, hein, c'est toi qui a dit ça pour sa décharge. Et est-ce que maintenant, est-ce qu'en bac, c'était réellement les objectifs que eux ils se sont fixés? Peut-être qu'Eto il a dit ça de manière un peu démagogique et tout, pour motiver et tout. Tu sais, moi, nous on discute sur ce podcast depuis très longtemps et nous disons toujours que toi et moi, on peut dire un certain nombre de choses. Nous ne représentons rien. Ou bien nous ne représentons pas grand-chose. Mais quand nous accédons à des fonctions de responsabilité, la communication, tu es un dirigeant d'entreprise, tu sais que la communication, c'est quelque chose d'intéressant. On ne s'amuse pas avec la communication. Tu ne peux pas te donner pour objectif de gagner la Coupe du Monde et t'es satisfait de sortir au premier tour. Ouais. On ne peut pas faire ça. Et il ne faudrait pas qu'on amène nos auditeurs à comprendre qu'on peut se donner l'objectif de viser la Lune et se contenter
de rester sur terre. Non. Non, On peut pas te même pas décoller, même pas décoller. Même pas décoller. Il ne faudrait pas que nous acceptions. Avant qu'on crache en l'air, on n'a même pas fait ça. Exactement, nous devons pas ouais, Big M, je te laisse répondre à ce qu'il a dit déjà. Bon, sur les différents points qu'il a dit. Tu veux réagir déjà ou pas? Big M. Oui, je vais réagir. Déjà, est-ce que tu croyais vraiment qu'on jouait la Coupe du Monde là quand Eto'o disait? Toi, tu pensais vraiment qu'on allait à la Coupe du Monde quand Eto'o là avant de l'afficher et tout? C'était vraiment l'objectif aussi? Tu pensais que c'était réaliste? Réaliste, je dirais non, mais ce que Tu as quand même cru à c'est que Eto'o? Ouais, vas-y, je te laisse. ce que je voudrais dire, c'est que cette équipe, depuis pas mal d'années, ne fonctionne que à l'orgueil, au Hemley. Et cela a pu se vérifier lors de nos derniers matchs. Et je pense que lorsqu'Eto l'a dit, c'était une façon de motiver les gars. Mais les détracteurs l'ont pris l'ont pris au mot, quoi. Mais moi, je l'ai pris au mot. Mais il a dit érudit, quoi. Mais c'est pas qu'il a dit une fois, deux fois, trois fois, il a dit au moins. Il a dit érudit. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, on a battu un potentiel champion du monde. Donc, ça veut dire que un petit peu, la réussi son pari. Un petit peu. T'es sérieux là? Donc, si le Brésil gagne la Coupe du Monde, c'est comme ça qu'on aurait gagné. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Eder, vas-y. Attends, Eder, réagis un peu à ça. T'es d'accord? Oui. Je voudrais réagir par rapport à cela. Honnêtement, qui a cru que le Cameroun devait gagner la Coupe du Monde? Sincèrement. Tu viens d'entendre quelqu'un qui t'a dit qu'il a cru. Il a cru. Je n'ai pas dit ça. Non. Clairement, il faut se le dire, personne n'a cru qu'on va gagner la Coupe du Monde. Personne n'a cru qu'on va gagner la Coupe du Monde. Alors, par rapport à cela, moi, je vais dire deux choses. La première, c'est que normalement, quand on fixe les objectifs, là, je parle d'objectifs réels, je ne parle pas de communication. Oui, ou alors sûr. de messages pour motiver. Je parle d'objectifs. Ouais. Quand on fixe un objectif, il ne faut pas fixer un objectif trop élevé au-delà des capacités, sinon ça te décourage. Ouais. Ou même un enfant, sinon ça le décourage. Il ne faut pas fixer aussi un objectif trop bas, sinon ça ne le motive pas assez. Donc, il faut, dans les objectifs, fixer des objectifs challengeants. Voilà, challengeants qui bousculent et qui sont atteignables en fonction des capacités. Clairement, l'objectif de la Coupe du Monde était au-delà de nos capacités. Vu notre équipe et notre préparation et tout le reste, c'était absolument irréaliste là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais. Maintenant, en termes de messages, de motivation et tout le reste, c'est un message fort. Et je dis c'est un message fort quand même pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, on voit le Sénégal. J'ai suivi les joueurs sénégalais encore ce matin. Honnêtement, ils disent que leur objectif, ce n'était pas seulement de traverser le premier tour. Ils sont en huitième de finale, c'est bien, mais ils restent la tête froide parce que leur objectif, c'était d'aller le plus loin possible. Oui. Tu comprends clairement, ils n'ont pas dit la finale, mais bien tu comprends clairement qu'ils veulent aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, aujourd'hui, pour une nation africaine, c'est traverser les quarts de finale, les demi-finales. Exactement. C'est déjà proche. Les demi-finales, c'est déjà proche de la finale. Et si nos deux équipes africaines traversent les quarts de finale, le Maroc et le Sénégal, elles vont s'affronter en demi-finale. Et donc, on aura au moins une équipe qui va être en finale africaine. Donc, à un moment donné, il faut des messages forts comme ceux-là qui font en sorte que, voilà, on se dit, ben, l'Afrique aussi peut. C'est la première fois que deux pays africains traversent le premier tour. Peut-être c'est ce message-là aussi qui sonne dans les oreilles de d'autres nations africaines de se dire, mais si le Cameroun dit on va gagner la Coupe du Monde, nous qui avons bien préparé, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y croire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le raccourci que vous voulez faire là, moi, j'aime pas ça. Tu es en train maintenant de vouloir faire genre, si le Maroc et le Sénégal, c'est à cause des discours d'Eto'o, il faut arrêter. Attends. C'est parce qu'ils ont bien travaillé. C'est parce qu'ils ont bien travaillé. C'est pas parce qu'Eto'o a dit que le Cameroun va remporter. C'est pour ça que je fais la différence entre l'objectif qui doit être réaliste et challengeant et pas surréaliste. Exact. Et le message quand même de motivation fort qui est aussi important à faire passer. Oui. Eder, permets-moi de rebondir. Permets-moi de rebondir sur ce que Eder vient de dire. Déjà, ce que tu as dit, c'était pertinent, le raccourci qu'il voulait faire. Parce que toi aussi, tu as très vite compris ce qu'il voulait dire. Et je rebondis pour dire que le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé lui-même, a dit qu'aucune équipe africaine ne peut gagner la Coupe du Monde. Il a dit. Ce n'est pas parce qu'il manque
Pas parce qu'il manque d'ambition, pas parce qu'il manque d'objectifs. Parce qu'il faut que nous soyons froids quand nous faisons nos analyses. Nous ne faisons pas des analyses pour plaire, pour appartenir à un camp et pour être contre un autre camp. Nous prenons une liste, nous avons 26 joueurs. Le sélectionneur n'arrive pas à lire ces 26 joueurs qu'il a lui-même sélectionnés. Mais son président vous dit que nous partons pour gagner. Et vous dites que c'est parce que c'est un objectif. Non, on le juge. Attends, pourquoi vous me coupez toujours? On le juge pas sur sa capacité. Laissez-moi finir. Vas-y. Non, il veut dire c'est parce que c'est pas lui qui a écrit les noms, peut-être. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de juger son niveau d'études. Non, je ne juge pas son niveau d'études. La capacité à lire, c'est pas par rapport au fait qu'il ne connaît pas ses joueurs, non. Mais si, c'est parce que c'est pas lui qui a écrit. Si tu peux pas écrire quelque chose que tu n'arrives pas à lire. Laissez-moi finir. Vas-y, finis. Attends, le laisse finir. Vas-y, les gars, c'est pénible. Vas-y, finis. Moi, je fais l'effort de vous. Vas-y, terminez, finis. Laissez-le terminer. Laissez-moi avancer. Après, tu vas réagir. Vas-y, continue. Finis. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible de se. Moi, j'aurais accepté un objectif puisque ça fait plusieurs campagnes que nous avons 0 point. Ouais. J'aurais accepté pour un objectif comme gagner un match. Ouais. J'aurais accepté un objectif comme sortir de la phase de poule. C'était des objectifs atteignables pour nous. Le président ne vous a pas dit. Il ne vous a pas dit qu'il voulait atteindre les quarts de finale. Il ne vous a pas dit qu'il voulait atteindre les demi. Il vous a dit qu'il veut gagner. Ouais. Et tu vois, tu as cet enfant qui, au premier trimestre, te ramène 8 de moyenne. Au deuxième trimestre, te ramène 8 de moyenne. Et en fin d'année, là, le bac a composé. Il te dit, grand frère, je serai major de la promotion. Tu regardes, tu observes, tu as un doute. Tu lui dis pas de problème, vas-y. L'enfant s'en va, il revient avec les résultats du bac. Il a échoué le bac. Mais il est content parce qu'il a eu 15 en maths. Toute l'année, il avait 6 en maths. Mais il a réussi à avoir 15 en maths au bac. Il est content de 15 en maths, mais ayant échoué le bac. Ce que ces personnes sont en train de nous faire, c'est que ils sont contents. Je rappelle que la Tunisie a battu la France, champion du monde. C'est la France qui est champion du monde, ce n'est pas le Brésil. Ça fait longtemps. Mais la Tunisie ne jubile pas. Mais ils sont en train de faire le tour du Cameroun en jubilant. Ils nous annoncent qu'ils vont être les majors de la promotion. Ils ne sont pas majors, mais ils sont contents de nous ramener le fait qu'ils ont non seulement échoué le bac, mais ils ont juste eu 15 de moyenne en maths. Ils sont contents. C'est suffisant. Et ils demandent aux autres d'accepter ça comme ça. On ne peut pas. C'est ce qu'on critique un système en place. Ouais. Par rapport. Parce qu'ils nous annoncent des. Comment on va appeler ça? Des objectifs qu'ils n'atteignent pas. Ouais, je vois. Et ceux qui sont là nous disent que non. Nous, on n'atteint pas les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais accepter ça comme ça. Ouais. Big M voulait réagir. Je te laisse réagir, Big M. Vas-y, réagis. Et Eder, ouais. Big M d'abord. Vas-y. Je voudrais juste dire que moi, je ne comprends pas finalement ce que certaines personnes qui sont apparemment contre Eto'o. Parce que là, je constate que c'est contre la personne de Eto'o. On va arriver à Eto'o. On finit déjà, ouais. Oui, vas-y, je te laisse. Après, on va arriver sur la présidente avec la faute après. Ouais, vas-y. Lorsqu'on va à une compétition, c'est quoi l'objectif? Je voudrais qu'on puisse bien m'expliquer. Ça dépend des équipes. Moi, je dirais que ça dépend des équipes. Par exemple, l'objectif de la France, c'est gagner. C'est clairement gagner. Mais par contre, l'objectif, je sais pas, du Sénégal. La compétition, c'est de gagner. Non, pas pour tout le monde. Non. Non, quand tu vas en classe, c'est comme quand tu vas en classe. Il y a des gens qui, quand ils vont en classe, c'est pour finir premier, deuxième de la classe. Il y a l'autre, lui, c'est juste avoir la moyenne. C'est ce que je veux dire. Chacun a ses objectifs, en fait. J'ai pris l'exemple du bac. Quand tu vas au bac, d'autres veulent juste passer le bac, un autre veut la mention. Oui, c'est pas pareil. C'est un objectif de sortir du premier tour. Ou gagner un match. Tu vois, les équipes n'ont pas les mêmes objectifs. L'Arabie Saoudite ne partait pas pour gagner la Coupe du Monde. Ils ont gagné un match. Ils ont largement atteint leur objectif. Ce genre de truc. Donc, mais bon. Ouais, du coup, ou bien c'est Eder. Toi, tu veux réagir, toi, à ce que a dit Chicharito? Eder. Bon, je comprends que Chicharito, lui, il critique Eto'o sur le fait qu'il nous annonce des objectifs inatteignables et à la fin, on sort au premier tour. Et à la fin, il est content. Et on est content, en fait. On est content. Alors, est-ce que Eto'o, lui, il est content? Je n'ai pas sa réaction.
je sais que le peuple, il est content de manière générale parce que, honnêtement, on n'a pas cru qu'on devait gagner la Coupe du Monde. Non, on n'a pas cru qu'on devait gagner la Coupe du Monde. Ouais. Honnêtement, moi, je pense sincèrement que on est parti dans une poule très difficile, contrairement au Sénégal. On est parti dans une poule extrêmement difficile. Et donc, c'est pas faux, même c'est faux, c'est faux. C'est pas faux, je veux dire, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Parce que tu as deux équipes européennes qui ont fini première de leur poule, plus le Brésil, ouais, c'est... Voilà, une équipe qui a éliminé l'Italie et tout. Ouais. Sortir du premier tour était déjà très, très, très challengeant. Obtenir 4 points dans cette poule et même rentrer, c'était déjà, c'est la première fois depuis 90. Ouais. Marquer autant de buts, c'est la première fois depuis 90. Et donc, je pense sincèrement, c'est ça qui rend aujourd'hui les Camerounais fiers. Parce qu'on n'a pas cru en cet objectif. Maintenant, si on veut critiquer Samuel Eto'o et tout le staff qui nous ont fait rêver et tout le reste, on connaît l'homme, on connaît la personne. Voilà, il aime parler et lui-même, il a dû se fixer des objectifs comme cela pour arriver au niveau où il est. Maintenant, fixer ses objectifs à une équipe qui est en reconstruction, qui ne s'est pas bien préparée et tout le reste, on peut bien le critiquer là-dessus. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Ouais. Mais sincèrement, notre fierté vient de ce qu'on a vu au dernier match et tout, et de ce qu'on a pu faire dans cette Coupe du Monde, parce qu'on ne croyait pas en cet objectif. Ouais. Bon, maintenant, on va parler clairement d'Eto'o. On a fait la transition. Donc, Eto'o, la gestion d'Eto'o, de l'équipe dans cette Coupe du Monde là, et tout ça, vous êtes globalement satisfait, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que, honnêtement, je trouve que c'est quand même la première fois depuis très longtemps où on est allé à la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu de problème de prime. Il n'y a pas eu, entre guillemets, de bagarre entre les joueurs. Il n'y a pas eu de gros scandales, en fait. Bien sûr, il y a eu le désaccord avec Onana et tout. Mais moi, je trouve que globalement, c'était plutôt propre, on va dire. Globalement. Après, maintenant, est-ce qu'il a eu son mot à dire dans l'équipe? Ça vérifie ou pas. Mais bon, vous en pensez quoi, vous, globalement? Ryan, tu commences par la gestion globale d'Eto'o à la tête, là. Sur cette première vraie compétition, en fait, que c'est lui qui était présent à la FECAFOOT, qui a tout géré de A à Z et tout. Voilà. Puisque la CAN, c'était déjà tout était à caler. Sur cette campagne-là, la gestion d'Eto'o, ouais. Alors, je veux dire que dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Ouais. Certes, tout n'a pas été parfait, mais dans l'ensemble, j'ai été satisfait. Comme tu l'as dit, on n'a pas entendu qu'il y a eu tel ou tel scandale. Et ça, c'est très rare dans notre sélection. Et ça salue. Déjà, ça salue. Et puis, étant donné qu'il a pris les mesures pour qu'il n'y ait pas ces problèmes de prix, mais certains détracteurs l'ont accusé de vouloir détourner l'argent de ces primes. Et moi, c'est ça qui j'arrive pas à comprendre. Ouais, toi, tu es pleinement satisfait, quoi. Chicharito, je pense que toi, c'est un peu nuancé. Moi, c'est toujours nuancé. Ouais. Toujours. Déjà, je veux revenir. Bon, déjà, qu'est-ce que tu as aimé de bien? Qu'est-ce que tu as aimé de bien dans Eto'o avant de. Qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu apprécies? Si je te demande comme ça, qu'est-ce que tu as apprécié d'Eto'o sur cette campagne de la Coupe du Monde, là? Sur sa gestion? Après, on va entrer. Rien. Vas-y, détaille alors. Et je détaille. Rien. Je n'ai rien apprécié. Première des choses, moi, je suis surpris. Vous dites qu'on n'a pas eu de problème de primes. Je dois vous rappeler, ce n'est pas la FECAFOOT qui verse les primes. Parce que peut-être vous êtes arrivé aujourd'hui à la tête de la FECAFOOT, vous pensez que c'est la FECAFOOT qui verse les primes. C'est l'État du Cameroun qui verse les primes. Ouais, mais si tu as une FECAFOOT qui est forte, mec, laisse-moi finir. C'est même pas la FECAFOOT, c'est le ministère qui verse les primes. Et il n'y a pas eu de problème de primes parce qu'il n'y a pas eu aucun joueur qui a contesté. D'habitude, ceux qui contestent, ce sont eux aujourd'hui qui dirigent. Donc, ils ne sont plus là pour contester. Les joueurs que tu as vus là, qui va contester? Le seul joueur qui a levé la tête, on a coupé sa tête. C'est qui? Andrew Onana, on a débattu de lui. Ah oui, c'est... Ouais, on a coupé sa tête. Donc, les fortes têtes, il n'y en a plus à la sélection aujourd'hui. Parce que dès que tu veux être plus fort que le sélectionneur, pas plus fort, mais dès que tu veux un peu parler sur le sélectionneur ou sur le président, on coupe ta tête. Parce que les plus fortes têtes aujourd'hui... Ouais, ils sont plus là. OK. Ils sont plus là. Du coup, ça, c'est... Si on revient dans ta gestion d'Eto'o, c'est les trucs que tu n'as pas aimé. Bien sûr, je vais aller sur la gestion et je n'ai pas aimé. On avait eu des podcasts ici. Qu'est-ce que le président de la fédération fait aux entraînements avec les joueurs? Vous avez vu ça dans quelle autre fédération? Aujourd'hui, on félicite la fédération sénégalaise qui vous demande là, faisons un jeu simple.
là, sans regarder, sans consulter les téléphones, que chacun me donne le nom du président de la fédération. Moi, je connais pas. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire. Non, donne le nom. Non, je suis en train de parler. Pourquoi tu m'interromps toujours? On ne les connaît pas, c'est vrai. Une question. J'ai posé. Oui, vas-y, donne son nom. Ok, vas-y, donne son nom. Donne son nom. Ce que je veux dire, c'est que je vais te répondre par une autre question. Quelle autre fédération a Samuel Eto'o à sa tête? Tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. Tu vois. C'est vrai qu'Eto'o, c'est un ancien joueur. Ça fait pas très longtemps qu'il est recruté. Donc, bon, ça peut. On parle quand même du meilleur joueur de l'histoire du football africain. Et je vois pas en quoi est-ce qu'il est mauvais qu'il partage son expérience avec ses partenaires. La preuve, attends, laisse-moi finir. Non, c'est moi qui avais la parole. Laisse-moi parler. C'est pas possible. Et la preuve, c'est que les résultats, on a vu les résultats. On a marqué 4 buts. Ok, donc je peux reprendre la parole. Je peux reprendre la parole. Oui, vas-y, Chicharito, vas-y, reprends. Merci. Vas-y. Merci. C'est surtout les points. Donc, toi, tu sais que tu apprécies pas en premier le fait qu'ils s'entraînent les joueurs. Ok, d'accord. Et Big M m'a répondu en disant que c'est parce que c'est un ancien footballeur professionnel. Le meilleur joueur de l'histoire. Non, je suis d'accord. Okay, vas-y, j'ai jamais eu de débat. Ok, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais si c'est dans ce sens-là, Big M, qui devienne alors sélectionneur directement, là, il peut. Non, sélectionneur. Là, il peut directement apporter son expérience aux joueurs en attaque, leur montrer comment on marque des buts, qu'il aille directement être le sélectionneur. Je dis, et c'est pour ça que je dis, je l'ai toujours dit dans cette émission, on est en train de fabriquer un monstre. Et moi, je ne souhaite pas que nous fabriquions nous-mêmes un monstre. Le joueur Samuel Eto'o, peut-être pour ceux qui ne savent pas, quand moi je faisais, jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis qui m'appellent Papa Eto'o. Ouais, c'est mon gars. Le joueur, voilà, parce que nous, toi et moi, on a fait la même école, donc tu peux confirmer. Ouais. On m'a toujours appelé Papa Eto'o parce que le joueur m'a toujours mis d'accord. Mais l'homme est toujours discutable. Le joueur le plus indiscipliné de la sélection, ça a toujours été lui. Bon, là, il est plus joueur. Là, on juge l'entend. Non, attends. Je suis en train de développer. Alexandre Song a fait des lives pendant le confinement. Il a expliqué tout ça de long en large. Ouais. Aujourd'hui, c'est le président. Moi, je souhaite que quand tu présides, tu te comportes comme un président. Ouais. J'ai dit ici que le président de la fédération, personne ne le connaît. Big M a pris la parole. Je m'attendais à ce qu'il réponde à ma question. Il est allé me divertir sur autre chose. Le président des autres fédérations, on ne les connaît pas. La fédération argentine, je ne le connais pas. Noël Le Graët, vous ne le voyez nulle part. Le président Samuel Eto'o prend trop de place. Ouais. Dans cette coupe, on n'a parlé que de lui. Vous n'avez pas remarqué qu'on n'a pas parlé d'Aboubacar. Aboubacar qui met le but décisif contre le Brésil, on ne parle pas de lui, on parle du président. Parce que juste après, le président poste une photo avec sa maman. Ah bon? Nous, on n'est pas là. Oui, on ne parle pas d'Aboubacar. Finalement, je ne comprends plus. Finalement, je ne te comprends plus. Est-ce que je peux parler? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que tu peux le reprocher? C'est ça, moi, en tant que. Tu as dit qu'il a joué au foot et tout. C'est ce que je suis en train de dire, AG. Il prend trop de place. Il faut qu'il laisse la lumière sur ceux qui sont là actuellement. Sur les acteurs du terrain, ouais. Sur les acteurs présents, c'est-à-dire sur le sélectionneur. Ce sélectionneur qui doit être mis en avant. Est-ce que tu sais, par exemple, qu'avant le match contre le Brésil, il a fait une déclaration pour dire que lui, il a déjà gagné sa Coupe du Monde? Ah bon? Il a dit, oui, qu'il a déjà gagné sa Coupe du Monde. À quoi sert cette sortie? Tu annonces que tu vas jouer 7 matchs, tu vas aller jusqu'en finale. On est en train de jouer un match décisif face au Brésil. Tu fais une autre communication pour dire que tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Pourquoi tu t'as dit, ça sert à quoi cette sortie? Elle était utile en quoi? Le fait d'être sur le terrain, en quoi c'est utile? Laisse les joueurs, laisse le sélectionneur prendre la lumière. Aujourd'hui, c'est leur carrière à eux. Tu as fait ta carrière, tu as eu la lumière, tu as eu la gloire en tant que footballeur. Ouais, je comprends. En fait, toi, tu proposes de pas couper, quoi. De toujours être là, de ne pas couper vraiment le cordon avec le terrain. Ouais. Mais bien sûr, laisse les autres faire leur job maintenant. Par exemple, aujourd'hui, quel a été donc l'objectif qu'il a été assigné à son? Personne ne sait. Parce que c'était le président qui a déclaré qu'il gagnait. Aujourd'hui, donc, tu ne peux pas juger parce que tu lui as donné aucun objectif. Or, chaque fois que, par exemple, Didier Deschamps qui est champion du monde, son objectif, c'est minimum la demi-finale. S'il n'atteint pas cet objectif-là, le président va le sanctionner parce que c'est le président qui assigne les objectifs. Ouais.
C'est tout ce Ouais. que je reproche. Ouais, C'est je un peu vois. une question Mais en d'être même temps, à la agressif. décharge des tours, on peut quand même le reconnaître quand même qu'il apprend aussi le poste. Il est nouveau. Il sort toujours. Il a à peine, ça fait quoi, 2, 3, 4 ans qu'il a arrêté sa carrière. Il découvre aussi. Donc, peut-être que sur les prochaines compétitions, il va aussi apprendre et tout. Donc, ça aussi à sa décharge qu'on peut dire. Moi, je suis pas forcément un défenseur et tout. Mais on peut Je ne sais l'accorder pas. ça quand même. Voilà. Euh, Je voudrais juste un peu Ouais. rebondir. oui, vas-y. Euh, il reproche à Samuel Eto'o de prendre la lumière, que Samuel Eto'o a posté la photo avec sa maman. Mais, donc, si je comprends bien, c'est interdit maintenant il ne doit plus poster la photo de sa maman, quoi. Et tu vas pas lui reprocher d'être le meilleur, comme j'ai dit, le meilleur joueur de l'histoire du football africain et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Samuel Eto'o, c'est une star mondiale dans tout ce qu'il fait, ou non, va forcément se retrouver, va forcément avoir des échos. Ce n'est pas de sa faute. C'est ce que Ouais. je ne vous comprends Dieu. pas. C'est vous, depuis le début, vous étiez en train de dire le football au footballeur. Maintenant, aujourd'hui, on a un footballeur à la tête, il va apporter son expérience et ça fait toujours polémique. Finalement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ouais. OK. Vas-y, Eder, tu réagis un peu sur les taux. Après, Je voudrais réagir par rapport à Eto'o. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est très tôt pour eux déjà lui aussi le juger parce qu'il est là aussi, ça fait pas longtemps. Maintenant, ce que je voudrais beaucoup apprécier, c'est deux choses. La première chose, c'est le fait qu'un vent nouveau souffle au Cameroun. Ouais. Que ce soit en sélection nationale, que ce soit dans le championnat local. Le championnat et tout, ouais. Ok. Il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de venir. On sent un vent nouveau dans le football camerounais. On ne peut pas réclamer le changement. Et lorsque quelqu'un vient et il commence à faire bouger les lignes, il commence à innover, il commence à dire ici, on ne vole pas. Il commence à donner des chiffres sur ce que l'Africa Foot gagne avec le sponsoring et tout le reste. On jette les pierres. Non. Honnêtement, le monde entier réalise qu'un vent nouveau est en train de souffler au Cameroun et c'est positif et c'est bien. Et je pense que n'eût été cet objectif irréaliste, tout le monde serait satisfait. Et même dans les médias internationaux, là, les grandes bouches et tout le reste, on salue la prestation des Lions indomptables. Ouais. Donc, je pense sincèrement qu'un vent nouveau souffle. Un deuxième point positif, je pense que Eto'o s'est aussi beaucoup entouré des anciens. Ouais, j'ai vu Patrick Mboma, j'ai vu Kala, j'ai vu autour de la sélection, autour de Rigo, vraiment des personnes dont on a besoin. On a senti un soutien de cette équipe. On a senti un accompagnement. On va reprocher à Samuel d'être trop présent. Mais honnêtement, quand tu impulses une certaine dynamique, un certain changement, tu es obligé à un moment donné d'être là. Là aussi parce qu'il a cette soif, il a cette envie. Maintenant, les points à critiquer, véritablement, s'il va jusqu'à demander des remplacements dans un stade, moi j'ai vu le premier match contre la Suisse, il a pris son téléphone, je ne sais pas si c'était pour demander le remplacement, mais j'ai eu ce sentiment. Il a pris son téléphone et juste après, on a fait sortir Choupo pour faire entrer Aboubacar et après, ça a été le fiasco. Donc, honnêtement, sur cette action, je peux me tromper, mais j'ai eu le sentiment qu'il allait jusqu'à demander certains remplacements. À ce niveau, je pense que ce n'est pas correct. Il doit, malgré son envie de changer, de faire de très bonnes choses, assigner des objectifs, comme Chicharito a dit, et juger sur les objectifs. Maintenant, un deuxième point que je voudrais également critiquer, c'est le manque de communication. On a eu Ngande qui n'a pas été sélectionné. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et ça crée beaucoup de bavardage. Chacun y va de son commentaire. On a le cas Onana. On a eu des cas similaires à l'équipe nationale avec Choupo-Moting qui a dit moi je ne joue pas parce que contre ça je ne suis pas d'accord. Et on a vu comment la communication s'est gérée. Le manager de Choupo-Moting, son papa, est venu devant la presse, il a communiqué et tout le reste. Je ne sais pas pourquoi les joueurs, personnellement, eux, ils ne le font pas. Mais je reproche également au staff de ne pas assez communiquer
alors qu'ils prennent des décisions fortes. Si ce sont des décisions fortes pour mettre de la discipline, on va applaudir, mais communiquer. Dites-nous pourquoi est-ce que ces décisions sont prises, qu'il y ait de la transparence. Mais si ce sont des décisions qui sont prises à tête chercheuse parce qu'on veut couper la tête de celui qui essaie de dire un mot, de s'opposer et tout, il faut également qu'on puisse nous le dire, qu'on puisse avoir la visibilité. Donc, je reproche deux choses, qu'il n'aille pas jusqu'à prendre des décisions pour dire au coach, fais ceci, fais tel remplacement, et qu'il y ait de la transparence, plus de communication. Mais j'apprécie vivement ce vent nouveau qui souffle dans notre sélection et dans le football camerounais. Ouais. Bon, on va terminer notre débat là sur les Lions là et tout. Donc pour la fin, on va vous demander de signer vos flops et vos tops en fait. Voilà. Donc les flops, qu'est-ce que vous avez aimé de bien dans cette CAN là et dans les tops quoi, les joueurs ou les dirigeants en top et les flops. Moi, je vais donner mes trois tops. Moi, mes trois tops. J'ai bien aimé Castelletto. On a perdu les 2 matchs qu'il a joué, mais moi, franchement, j'ai bien aimé le joueur. Le gars discipliné, calme et tout, qui fait pas de vagues et tout. Super. J'ai bien aimé au milieu Zambo Anguissa. Je pense que lui aussi, c'est une grosse star de l'équipe et tout, mais on l'a pas entendu, quoi. Je pense qu'il y a plein de trucs qui ne le plaisaient pas, mais le gars, il a été là, il a mouillé le maillot. Et devant, j'ai bien aimé aussi Aboubacar Vincent. Il n'était pas titulaire, mais il est rentré quand même. Il a fait son match et tout. Motivé, il a motivé les gars. Il a donné un souffle nouveau. En fait, on peut dire que Aboubacar, lui, il a gagné sa Coupe du Monde, en fait. Tous les matchs où il a joué, on a gagné, en fait. Le peu de temps qu'il a joué, on a gagné. Donc, moi, c'est mes trois tops. En flop, moi, je mettrais Anguissa. Je trouve que, enfin, pas Anguissa, je mettrais Onana. Tu as beau être le meilleur gardien, mais tu dois rester à ta place. En 2, je mettrais Rigobert quand même. Son coaching, franchement, quand ça va pas, ça m'a paru vraiment douteux, en fait. Je trouve que tactiquement, quand même, on peut faire mieux. Et le troisième flop que je pourrais mettre, je dirais quand même Eto'o, quoi. Eto'o, ça reste à ta place, quoi. Avant la Coupe du Monde, arrête d'aller dire qu'on va gagner la Coupe du Monde, alors que tu sais très bien qu'on peut pas le faire, quoi. Arrête d'être dans la démagogie. Ouais. Chicharito, c'est quoi tes 3 flops, tes trois tops? Ok, bon, moi je vais d'abord commencer par les tops. Ouais. Mon premier top, et c'est pour ça que je disais qu'il mérite d'être mis en avant, Ouais. c'est Vincent Aboubacar. Ouais. Donc, nous, on parle beaucoup du président, alors qu'on devait parler énormément de ce joueur. Ben oui, c'est ce que je dis. En 2, je mets Zambo Anguissa parce que pour moi, c'est le patron de ce milieu. Et ceux aujourd'hui qui le félicitent, je rappelle que ce sont les mêmes qui avaient décidé qu'ils ne viennent pas avec Ngade parce que soi-disant, ils ont bagarré. Et moi, je suis quelqu'un, je n'oublie pas facilement les choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire passer ça, super, tes profits. Moi, je n'ai pas oublié ça. Et tu as. On n'a pas aussi oublié qu'Aboubacar avait déclaré qu'on n'a rien envie au Brésil et que lui, il est meilleur que Salah. Et si tu n'as pas. Et si tu as bien écouté ce que j'ai dit, j'ai mis Aboubacar en top. Oui, c'est ce que je dis. Très bien. Et ton troisième top. C'est Onana le gardien. Parce qu'il a eu. Troisième top. Oui, j'ai mis Onana le gardien. Il a le courage de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Et je pense qu'il faut avoir des hommes forts à côté de toi. Si tu te débarrasses des hommes forts et que tu n'as à côté de toi que ceux qui disent le même son de cloche que toi, tu n'avances pas. C'est important d'avoir à côté de toi des gens qui pensent différemment de toi. Ça te permet de grandir et d'avancer. En flop, moi j'ai des flops et je les mets tous au même niveau. C'est l'encadrement technique du président au sélectionneur. Le sélectionneur, parce que les matchs amicaux sont faits pour se préparer à une compétition. On s'est rendu compte que nous sommes arrivés, nous n'étions pas préparés. C'était l'impréparation. Et pour moi, c'est un flop de l'encadrement technique. Et je mets le président, je l'ai dit, je l'ai redit, au début de la compétition, il s'en va gagner. Au bout du deuxième match, il refait une communication. J'insiste là-dessus. Il refait une communication. Il dit, j'ai gagné ma Coupe du Monde. Non, ce n'est pas la tienne. C'est celle des joueurs. C'est celle d'Aboubacar Vincent, d'Andro Nana. C'est ces jeunes-là qui jouent leur première Coupe du Monde. C'est la leur pour certains. C'est leur Coupe du Monde. Donc, tu l'as dit, qu'il reste à sa place. Qu'il organise le football, le championnat, la détection des jeunes. Oui, c'est de là qu'on l'attend. Et il assigne les objectifs et qu'il contrôle donc que les objectifs qu'il a assignés sont respectés.
Voilà pour moi et je te remercie de m'avoir donné la parole sur ce sujet. Alors, Big Game, tes 3 tops, tes 3 flops. Alors, je vais commencer par les flops. Et mon premier flop, c'est Bassogok parce que vraiment, Est-ce que c'est Bassogok ou bien c'est celui qui le sélectionne qui est le flop? Ça a été complètement incroyable ce que j'ai vu. Ouais, Bassogok, le flop. Le gars, il n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre. C'est l'âge, c'est l'âge. Le vrai âge commence à peser. Je pense on devrait même plus jamais l'appeler après ce que j'ai vu là. Ouais. Ensuite, je dirais aussi un petit peu le coach Ouais. pour avoir fait ces changements assez tardivement. Et en troisième position, je vais dire, bien sûr, comme tout le monde le pense, j'espère, Nicolas Nkoulou. Parce que Ah oui, j'ai oublié celui-là. Ouais. vraiment, il doit se retirer. Il n'a plus le niveau. Il vaut mieux partir par la grande porte qu'accepter de se faire ridiculiser de la sorte. Donc voilà mes 3 flops. Et tes top? Pour les tops, je mettrai en premier Aboubakar. En deuxième, je dirais Anguissa. Et en troisième, je dirais Samuel Eto'o. Ah bon? Eto'o. Samuel Eto'o, pourquoi? Ouais. Attendez, je m'explique. Samuel Eto'o, pourquoi? Par rapport à cette dynamique qu'il essaie d'impulser, qui a caractérisé toute sa carrière, c'est-à-dire l'orgueil. C'est ce dont on a besoin, l'orgueil. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Pour ça, j'ai dit chapeau. Voilà, que ça plaise ou pas, c'est mon avis. Ouais, voilà, bien sûr, bien sûr. On est là pour s'exprimer en toute liberté et tout. Voilà. Et toi, Eder, tu conclus? Oui, bien sûr. Mes tops, vraiment, le capitaine, le capitaine Aboubakar, vraiment rien à dire. Trop de personnalité, vraiment magnifique, rien à dire. Pour moi, il entre dans les meilleurs numéros 9, les meilleurs avançants de l'histoire du Cameroun. Hein, parce que je suis d'accord. Lors des grands matchs, il a fait des choses extraordinaires. Ouais. Je suis d'accord avec toi. En termes d'attitude, chaque fois qu'il est mis au banc, il a la bonne attitude, il ne se prend pas la tête. Il entre eux, il fait son jeu. Vraiment, bravo, Aboubakar. Deuxième, pour moi, top, Choupo-Moting. Alors, voilà le gars qui, même lorsqu'il joue seul devant, il ratisse, il se donne, il a faim, il part au milieu du terrain, il cherche des ballons, il balaie 2, 3 joueurs, il arrive, il n'y a personne à qui donner le ballon. Vraiment, Choupo, pendant toutes ces compétitions, a montré qu'il avait envie. Il a montré qu'il était un grand joueur. Chapeau à Choupo. Troisième top, pour moi, Christopher Wu. Alors, vraiment, défenseur impeccable. Vraiment, on a vu un jeune excellent. On a vu un gars posé, un gars qui n'a pas peur des Brésiliens, un gars qui a le bon positionnement, un jeune qui plein d'avenir. Vraiment, pour moi, chapeau. Alors, mes flops, je vais commencer par Bassogok. Vraiment, vraiment Bassogok. Alors, j'ai été vraiment les cuisses. Vraiment, je te demande s'il joue encore. Bassogok, vraiment, non, vraiment, c'est la totale. On peut faire des jours pour parler de Bassogok. On ne doit plus l'appeler. Sincèrement, on ne doit plus. Il n'a pas le niveau. Alors, deuxième flop, pour moi, ça va vous surprendre, mais je vais dire Karl Toko Ekambi. Toko, ouais, ok. Il est passé à côté de cette Coupe du Monde par rapport au potentiel qu'on sait qu'il a, par rapport au joueur qu'il est. Sincèrement, il était timide. Face aux défenseurs, il était intimidé. Je n'ai pas vu Karl Toko Ekambi dribbler un seul joueur sur les 3 matchs. Karl Toko, flop, pour moi, c'est clair. Alors, le dernier, je vais dire Rigo. Je suis totalement d'accord avec vous. On aurait pu passer au second tour si on avait pris des bonnes décisions dans cette Coupe du Monde dès le début. Ok, sur ce, on va s'arrêter là. Toi qui nous écoutes et tout, voilà, on a fait un débriefing global et complet de la performance des Lions. Je pense que c'est assez différent, avec des prises de position, voilà, des fois contradictoires, mais chacun a affirmé ses idées sans être coupé. Tu liras et tu écouteras et tu te feras ta propre idée.
Reste en écoute sur notre site 236story.net. Autrement, on est sur toutes les plateformes de podcasts, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et quelques épisodes, on les met sur YouTube. Donc l'application est disponible sur Android et sur iOS. À très bientôt et à la prochaine.